INA Podcast. Et si la congélation d'ovocytes était le remède miracle face à la baisse de la natalité ? Ça ne vous a pas échappé, les Français font des enfants de plus en plus tard, mais l'âge de la fertilité, lui, ne bouge pas. Résultat, de plus en plus de femmes décident, pour stopper un temps leur horloge biologique, de faire congeler leurs ovocytes. C'est autorisé en France depuis peu. Ça rencontre un succès fou, si bien qu'il est quasiment impossible dans certaines villes de trouver un rendez-vous. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé en février 2026 sa volonté d'ouvrir plus de centres. Mais au fait, comment fonctionne ce processus médical ? Qui sont les femmes qui décident de faire cette démarche, parfois seules ? Comment le vivent-elles ? Qu'est-ce que ce phénomène raconte de notre époque ? Tout ça, on en parle avec vous. Delphine Dilly, bonjour. Bonjour. Réalisatrice de documentaires, vous avez signé un documentaire « Nos œufs au congélo, le temps de la réflexion », diffusé dans l'émission Infrarouge sur France 2, c'était en décembre 2025. Dans ce documentaire, vous suivez des femmes qui ont fait le choix de congeler leurs ovocytes. On va en parler. Et vous, Michael Grimberg, bonjour. Bonjour. Gynécologue obstétricien, spécialiste de la fécondation in vitro. Delphine Dilly, on assiste actuellement à une sorte de phénomène de société autour de la congélation d'ovocytes ? Oui, je pense qu'il y a un très très grand nombre de femmes de la génération des trentenaires, des jeunes trentenaires, pour qui cette nouvelle loi en fait correspond exactement à leur questionnement de fertilité, de couple et de vie finalement. Et on va revenir effectivement sur cette nouvelle loi, vous l'avez dit, on va raconter cette histoire. On commence, vous le savez, comme chaque semaine par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cosset et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Congeler ses ovocytes, ce droit pour les femmes et cette pratique sont en réalité en Europe assez récentes. Écoutez, sujet de France 2, il y a seulement 20 ans, en 2006, non pas en France, mais en Grande-Bretagne, l'un des tout premiers pays à autoriser la technique. C'est une réalité statistique. En Angleterre comme en France, les femmes ont leurs enfants de plus en plus tard, parfois parce qu'elles font carrière avant de penser à fonder une famille. En Angleterre, des médecins comme celui-ci à Londres acceptent donc de congeler leurs ovules en attendant qu'elles soient un jour prêtes à attendre un enfant. Ce n'est pas une nouveauté scientifique, la technique existe depuis plusieurs années, mais c'est une pratique encore assez rare. Elles peuvent faire congeler leurs œufs quand elles ont à peu près 30 ans et que leurs œufs sont de bonne qualité et les garder. Et quand elles sont enfin prêtes à être enceintes, si leurs ovules sont de moins bonne qualité, elles peuvent revenir et utiliser les œufs congelés quelques années plus tôt. À l'époque, seulement 3 bébés sont déjà nés en Grande-Bretagne grâce à cette technique, qui n'est donc pas encore super au point, mais qui se développe. Et cela pose pour certains des questions éthiques. Pour preuve, en France, c'est formellement interdit. Pourtant, en 2010... On en vient à cette première médicale pour la France qui peut paraître un peu technique mais qui devrait avoir de grandes conséquences dans l'avenir. 2 bébés, des jumeaux, Jérémy et Keren, sont nés après l'implantation d'ovocytes congelés. C'est le professeur Friedman, le père du premier bébé éprouvette, qui est à l'origine de ces naissances. Elles ouvrent la voie à la possibilité de devenir mère pour les femmes à la fertilité réduite et notamment les femmes âgées. Au nom de la recherche scientifique, le professeur René Friedman, gynécologue obstétricien, ouvre ainsi la porte à la congélation d'ovocytes en France. Différer sa grossesse pour des raisons de santé, c'est désormais possible. Effet d'annonce ce matin avec les jumeaux nés à Antoine Béclair grâce aux ovules congelés de leur mère, une première. C'est la photo prise par le papa. Ça ouvre la porte à la création d'une banque d'ovules équivalent de la banque de sperme pour le don d'ovocytes et essayer de tarir ce tourisme médical qui se fait dans de très mauvaises conditions à nos frontières. Mais aujourd'hui, il est interdit en France de conserver les ovules comme on le fait pour les spermatozoïdes. Et oui, attention, en 2010, c'est toujours interdit. Pourtant, on l'a entendu, la Grande-Bretagne, mais aussi l'Espagne, l'Italie ou la Belgique autorisent cette pratique et le corps médical français est favorable, notamment pour les personnes infertiles. Interview du gynécologue obstétricien Israël Nizan, la même année.
C'est un véritable progrès et donc oui, je suis favorable à ce qu'on puisse enfin congeler des ovocytes. C'était plus dur que de congeler des spermatozoïdes, c'est plus dur que de congeler des embryons humains parce que l'ovocyte est une cellule un peu particulière, mais c'est une vraie avancée, une vraie libération supplémentaire, un outil supplémentaire pour les couples infertiles. Je crois qu'on ne peut pas interdire la congélation d'ovocytes parce qu'une femme qui a un cancer à l'âge de 16 ans et qui va subir des traitements qui la rendront stérile, avec cette technique peut espérer avoir un enfant alors qu'elle n'a pas encore rencontré son compagnon. Je crois que c'est véritablement un progrès. En 2011, la révision de la loi bioéthique autorise finalement en France la congélation d'ovocytes, mais seulement pour raison de santé et d'infertilité, pas pour raison dite de confort, malgré l'avis encore une fois favorable du Collège national des gynécologues obstétriciens. Résultat, certaines femmes qui souhaitent congeler leurs ovocytes sans raison médicale le font à l'étranger. Archive cette fois de 2017. À 35 ans, Caroline Floris est célibataire et sans enfant. Elle a décidé de faire congeler ses ovocytes en Espagne pour mettre toutes les chances de son côté le jour où elle souhaitera avoir un bébé. C'est assez lourd comme démarche. Et surtout quand on est seul, en fait, déjà on se sent un peu dans l'illégalité, on se sent coupable peut-être de quelque chose. Congeler ses ovocytes, c'est une épreuve qui commence par une stimulation hormonale, un traitement lourd, 3 injections par jour. Ce qui est difficile pour moi, c'est les piqûres, parce que je me fais les injections seule. Et donc, on va dire, c'est pas évident au début, mais bon, on s'y fait. Il faudra attendre août 2021 et la loi relative à la bioéthique pour que les femmes âgées de 29 à 37 ans puissent congeler en France leurs ovocytes sans motif médical. Et très vite, dans les centres agréés, les rendez-vous se multiplient, si bien que dès 2022, il faut compter plus d'1 an d'attente. Reportage de France 3 en novembre 2022, dans un hôpital à Bron, près de Lyon. Par rapport aux autres années, donc oui, il y a une augmentation significative. On ne passait pas 12 autoconservations ovocytaires par semaine, on était plutôt sur 1 ou 2 par semaine. Il y a 2 types de populations en fait. Il y a une population jeune, 29-30 ans, qui veut en fait vitrifier parce qu'elles veulent privilégier leur carrière et elles ne sont pas encore en couple et elles n'ont pas de projets parentaux. Et puis il y a une deuxième population, 34, 35, 36, 37, parce qu'elles n'ont pas encore trouvé l'âme sœur et la psychologie de ces 2 populations est complètement différente. Mais pourquoi est-ce si difficile pour les femmes qui souhaitent faire cette démarche d'obtenir un rendez-vous ? Et plus largement, qu'est-ce que ce phénomène de société raconte de notre époque ? La congélation d'ovocytes peut-elle être le remède miracle face à une natalité en berne ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Delphine Dilly, et vous, Michael Greenberg, déjà pour commencer, une réaction peut-être à ces archives qu'on vient d'entendre ? C'est sûr que c'est fou d'entendre qu'en 2010, tout le chemin qui a été parcouru, en fait, j'aurais fait un film totalement différent en 2010. Et oui, je rappelle votre documentaire, effectivement, consacré à ce sujet, on en parle en introduction. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'entendre cette femme qui parle de sa sensation. Moi, c'est vrai qu'en tant que réalisatrice, c'est un peu ça qui me touche le plus, c'est d'entendre ces femmes qui avaient un sentiment de honte, de devoir aller en Espagne comme si elles faisaient quelque chose de... Bon, c'était illégal, mais je veux dire, cette sensation de vouloir faire quelque chose pour elles de si important, mais de se sentir dans cette honte qu'ont toujours certaines femmes un peu, qui se sentent un peu parfois capricieuses d'oser faire ça. On va en parler de cette connexion avec les femmes, parce que c'est très intéressant, et puis effectivement des profils peut-être qui viennent aussi, vous, dans votre cabinet, docteur. Avant ça, j'aimerais effectivement qu'on zoome un petit peu sur cette technique, qu'on comprenne bien pour les auditeurs néophytes qui ne savent pas forcément exactement de quoi on parle. Congeler ces ovocytes hors raison médicale, donc ça n'est légal en France que depuis 2021, ce qui paraît un peu fou, alors qu'on peut congeler son sperme depuis les années 80, non, Michael Greenberg ? Alors, en termes techniquement, oui. Après, là, on parle de congélation depuis 2021. C'est la congélation des ovocytes sans motif médical. Ouais. On sait congeler les ovocytes depuis les années 2010, on va dire, de manière à peu près correcte. La congélation du sperme, on la maîtrise depuis les années 1970. Et en fait, on distingue la congélation de sperme sans motif médical. Il y a très peu de demandes. Elle aussi a été autorisé en 2021. D'accord, ah oui. Donc en fait, c'est un problème d'autorisation, c'est pas un problème de maîtrise de la technique. Il n'y avait pas particulièrement d'injustice là-dessus non, là-dessus, il n'y en avait pas. Entre hommes et femmes, il n'y avait pas de différence. Sauf que quand même, vu que c'est
très très simple pour un homme de le faire, finalement. C'est une masturbation de quelques minutes et on met quelques millions de spermatozoïdes au congélateur très rapidement. C'est pas très invasif. On avait la congélation très facile. C'est-à-dire que le moindre petit problème où il y avait un risque que l'homme puisse à un moment avoir une altération de sa fertilité, on faisait une congélation de manière très simple. Pour les femmes, il fallait avoir un vrai motif médical pour se lancer avant 2021. Et alors, point important à rappeler, on peut désormais donc congeler ses ovocytes en France sans raison médicale, mais pas toutes les femmes, uniquement celles qui ont entre 29 et 37 ans. Et quand je dis 37 ans, en réalité, c'est, je crois, jusqu'au dernier jour de ces 36 ans. Pourquoi ? Alors, sur l'âge inférieur, le but était de se dire quand même que il fallait avoir quand même une idée du nombre de femmes qui allaient réutiliser. L'objectif, c'est quand même de congeler en vue de réutilisation. Congeler à 25 ans, c'est sans doute, on est dans son pic de fertilité, donc c'est sans doute le meilleur moment, mais la majorité des femmes qui congèleraient à cet âge-là ne le réutiliseront jamais parce qu'elles auront leurs enfants naturellement. Du reste, c'est vrai aussi à 29 ans, mais il fallait bien mettre une limite d'âge quelque part. Il se trouve que qu'on le fasse entre 25 et 32, 33 ans, il n'y a pas de réelle différence en termes de taux de succès. Ça va commencer à décliner en termes de taux de succès à partir de 33, 34, 35 ans. Et puis ça va décliner de manière sévère. Et à 37 ans, la congélation d'ovocytes, on considère, en tout cas l'État français, considère qu'elle ne vaut plus la peine d'être faite parce que les résultats deviennent trop faibles. Donc d'où la limite à 37 ans. Mais c'est une limite qui est basée sur le système de remboursement. C'est-à-dire que les autres pays qui font de la congélation sociétale ne mettent pas cette limite. Si la femme veut congeler à 38 ans, certes, elle accepte d'avoir moins de chance, mais elle peut le faire. Comme nous, on est dans un système de prise en charge intégrale, l'État considère, de la même manière qu'en FIV, on ne peut pas faire de FIV après 43 ans, dans les autres pays, on peut, c'est à la charge des femmes et des couples, mais elles le peuvent. En fait, à partir du moment où on est dans un système où on est pris en charge, qui est très louable d'un côté, on est quand même prisonnier de notre système. Ouais, c'est 100% pris en charge effectivement par la Sécu. Seuls les frais de conservation des ovocytes congelés en cuve sont payants, je crois, et c'est de l'ordre de 45 € par an, c'est à peu près ça. Il paraît, mais on n'est même pas certain que les femmes soient facturées. Enfin, je ne crois pas qu'à l'hôpital elles le soient. On va parler des délais trop longs, bien sûr, parce que c'est une question importante, Michael Grimberg. Vous l'avez filmé aussi, Delphine Dilly, dans votre documentaire. Juste avant ça, comment ça se passe rapidement ? Parce qu'effectivement, on a entendu le processus médical, je crois qu'il est assez lourd. On le voit bien dans votre documentaire, Delphine Dilly. Est-ce qu'on peut expliquer un peu comment ça se passe ? Il n'y a pas besoin de prescription médicale, mais comment se passe le processus ? Ça dure assez longtemps. En fait, il faut se dire que c'est comme si on rentrait dans un parcours de fécondation in vitro. C'est la même chose. C'est comme une fécondation in vitro, mais dissociée dans le temps. C'est-à-dire qu'une femme qui est infertile, qui fait une FIV, elle va faire son traitement et on va lui remettre ses embryons immédiatement parce qu'elle veut un enfant immédiatement. La femme qui fait une congélation d'ovocytes, elle va faire le même traitement hormonal, exactement la même chose. Elle va passer au bloc pour faire son prélèvement d'ovocytes, sauf qu'on va lui mettre de côté, on va stopper le processus là. Et si elle en a besoin ultérieurement, on mettra à féconder après décongélation et on fera des embryons qu'on replacera derrière. Mais toute la partie lourde de la fécondation in vitro, elle est faite en fait dans la congélation des ovocytes. C'est la stimulation ovarienne, c'est 10-12 jours de piqûres quotidiennes avec 2-3 injections par jour, 2 contrôles en moyenne de prise de sang et d'échographie, donc il faut être un peu disponible pendant ces 10-12 jours. Et à la fin, il y a un passage au bloc opératoire où on va mettre une aiguille sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale en fonction de ce que veut la patiente. On va mettre une aiguille à travers le vagin et on va récolter quelques ovocytes. Le nombre d'ovocytes va dépendre de ce que la femme a de base dans ses ovaires. Et donc, très souvent, cette procédure invasive, avec des risques médicaux bien sûr, va finir avec très très peu d'ovocytes à la fin. 5, 10, 15, maximum 20. Et la cible, on va dire que c'est entre 15 et 20. Pour en avoir 15 et 20, en moyenne, il faut le faire au moins 2 fois. Ça veut dire qu'il faut quand même faire le processus 2 fois. C'est comme si la femme faisait 2 FIV. Une femme qui est infertile, elle fait une FIV, elle ne refera la deuxième que si elle n'est pas enceinte à la première. Alors que là, comme je vais congeler des ovocytes et j'ai aucune idée de leur potentiel, ça se trouve, il y a un bébé déjà dans ces 5 ou 7 premiers ovocytes. Mais je vais lui dire, je serai plus à l'aise si j'en ai entre 15 et 20, donc il faut en refaire une deuxième. Alors peut-être que j'ai un bébé dans la première et j'en ai pas dans la deuxième, et peut-être que j'ai pas de bébé du tout. Et donc tout ce traitement, il y a des effets secondaires à la stimulation, il y a des variations de l'humeur, on peut prendre 1 ou 2 kilos, ça tire dans le ventre. Il y a des risques de complications aussi. On peut faire des risques de phlébite, d'embolie pulmonaire avec ces taux d'hormones qu'on va faire monter.
Ça donne pas de cancer, ça c'est sûr. Et puis après, il y a le passage au bloc opératoire. C'est une intervention chirurgicale. Ça dure 5-10 minutes, c'est très rapide, mais on met une aiguille à travers le vagin qui rentre dans le ventre. Donc si on fait une plaie digestive, il y a un risque de péritonite, c'est rarissime. Si on fait une hémorragie interne parce que les ovaires s'arrêtent pas de saigner, on peut avoir besoin d'être transfusé, voire d'avoir une célioscopie, qu'on ouvre le ventre pour arrêter un saignement. Bref, c'est comme quand on fait une FIV, mais c'est pas dans le même contexte, et donc c'est quand même un petit peu risqué. Ouais, lourd, on le comprend, d'autant plus que ce n'est pas une solution miracle, ça ne marche pas du tout à 100%, loin de là. C'est le problème de la fécondation in vitro. Malheureusement, la fécondation in vitro, c'est une technique qui est loin d'être hyper performante. Et le paradoxe, c'est qu'on pourrait se dire que ce sont des femmes qui sont présumées fertiles, c'est pas des femmes infertiles. Donc on pourrait se dire les ovocytes sont de très bonne qualité, elles sont prises jeunes, c'est top. Mais non, en fait, tout ce qui passe par une procédure de fécondation in vitro, c'est les limites de la technique. Donc quand je vous disais, on va cibler entre 15 et 20 ovocytes, 15 et 20 ovocytes, ça veut tout et rien dire. Plus on a d'ovocytes, plus on a de chances d'avoir un enfant au final. Sauf qu'à un moment, il faut mettre une limite. On ne va pas se dire qu'il faut 200 ovocytes. Une femme qui ferait 2 ans d'affilée à faire des congélations, ça n'a aucun sens. 15-20 ovocytes à l'âge de 32 ans, 70% de chances d'avoir un enfant. Ça veut dire 30% de risque de ne pas en avoir. Et on ne le sait pas. 15 ovocytes, 15-20 ovocytes à l'âge de 35 ans, 45% de chances d'avoir un enfant. 15-20 ovocytes à 37 ans, 30% de chances d'avoir un enfant. C'est pour ça que l'État a mis la barre à ça. Il considère que au-delà de 30%, c'est-à-dire 70% d'échecs, ça vaut plus le coup. L'État ne veut pas payer pour 70% d'échecs. On peut utiliser ces ovocytes congelés jusqu'à quel âge ? 45 ans. 45 ans. Et est-ce qu'on sait combien de femmes utilisent leurs ovocytes congelés en moyenne ? Alors, on ne sait pas en France parce qu'on n'a pas encore de données, mais on sait que ce sera très très peu. Quand on regarde ce qui se passe dans les pays limitrophes, c'est moins de 10% de réutilisation. Alors, on peut se dire qu'avec notre système totalement pris en charge, ce sera peut-être un peu plus. On ne dépassera pas les 15-20% de toute façon. C'est très compliqué parce que ça veut dire quand même que pour les équipes médicales, on sait qu'on travaille pour rien. Et pour garder des gens motivés à faire des actes de biologie, notamment en laboratoire, des techniciens qui vont congeler tout en sachant que ces ovocytes ne seront jamais utilisés derrière, alors qu'elles ont donné de leur temps, d'un point de vue médical, ça n'a aucun intérêt pour nous. Autant quand on fait une FIV, il y a un bébé derrière ou il n'y a pas de bébé, mais il y a un résultat. Là, on ne sait pas du tout pourquoi on travaille. Et on sait que on travaille très souvent pour rien, parce que pas de réutilisation. Les femmes peuvent donner leurs ovocytes ? Alors, sur le principe, oui. Sauf que très peu vont vouloir les donner. C'est un projet personnel. La majorité, on sait, ne voudront pas les donner. Parce que le don d'ovocytes, c'est quand même si on ne donne pas un bébé, dans l'esprit d'une femme, c'est pas comme un don de sang. Pareil pour les hommes, d'ailleurs, pour le don de sperme. Il y a quand même un enjeu avec quand on donne ces gamètes, de la génétique qu'on transmet, qui est quand même différent. C'est un don très particulier. Et une femme chez qui on a congelé des ovocytes, si jamais elle voulait les donner, si elle ne les réutilise pas, devra faire valider la procédure par des psychologues et par un généticien. Parce que si jamais on s'aperçoit que cette femme-là a un risque de transmettre une maladie génétique quelconque, qu'elle veuille prendre le risque de la transmettre à son enfant parce que c'est ses ovocytes, pas de problème. Mais si c'est pour autrui, ça devient un problème. Et donc, il faut que ce soit validé par des généticiens pour que même si elle en fait la demande, ça bascule dans le circuit du don pour autrui. Ça, c'est pour le côté scientifique. Merci beaucoup. C'est un éclairage très important. Maintenant, j'aimerais qu'on voit la pratique et qu'on parle déjà de l'énorme difficulté qu'ont beaucoup de femmes pour trouver un rendez-vous. Écoutez l'interview de l'humoriste Rosa Bernstein sur France Inter en 2023. En France, c'est un parcours du combattant. Moi, au départ, j'ai essayé de le faire à Cochin, à Paris, parce que j'habite à Bagnolet. Et on m'a fermé les portes, on a essayé de me décourager. Et on a employé des termes comme si, au final, c'était du luxe, ce que je voulais. C'était une congélation de confort, mais en me faisant bien sentir qu'il y avait des cas plus importants, prioritaires aux miens, sans du tout avoir en tête la révolution féministe, en fait, que représente cette avancée. Et donc, j'ai pas baissé les bras, j'en ai parlé à des amis et c'est un peu en parlant entre copines qu'on m'a parlé d'un centre à Reims. Et c'est en allant à Reims... Ah oui, vous êtes allée à Reims. Absolument. Delphine Dini, vous en avez rencontré beaucoup aussi, vous, des femmes qui galéraient pour trouver un rendez-vous dans le cadre de votre documentaire, je crois.
Oui, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la minutie et la manière dont elles m'ont raconté qu'elles avaient des tableaux Excel avec le nom des cliniques, des hôpitaux. Elles avaient vraiment des organisations, elles appelaient tous les matins, elles avaient, voilà, en plus de leur travail, en plus de tout, elles se refilaient entre elles les tips les bons plans de tout ce qu'elles avaient mis en place, en fait. Mais on le sait, hein, malheureusement, il n'y a pas de place. Et donc, l'énergie qu'elles ont passée, ne serait-ce que pour avoir un premier rendez-vous, c'était assez impressionnant. Pourquoi c'est si difficile de trouver un rendez-vous, voire, il faut le dire, vous le dites, quasiment impossible, par exemple, à Paris? C'est un manque de centre, en fait. Mais c'est une décision politique, au final. Hein. C'est-à-dire que... En fait, le nombre de centres est encadré par la loi, c'est ça. C'est-à-dire qu'une clinique privée ne peut pas ouvrir un centre. Non, aujourd'hui, un centre privé à but non lucratif ne peut pas aujourd'hui faire de la congélation d'ovocytes sans motif médical. Mais en fait, il faut revenir à cette loi qui, au départ, quand elle passe... juste avant la réélection d'Emmanuel Macron, qui en avait fait la promesse politique de dire en tant que candidat, avant son premier mandat, ça fera partie de ce que je vais faire. Ça n'a pas été fait dans les fameux 100 premiers jours, donc il a fallu le faire passer. Moi, j'ai été interrogé par les députés, par les parlementaires. On leur a dit, ils voulaient faire ça à titre donc gratuit, très bien en soi. Mais on leur a dit, mais ça va vous coûter une fortune. Vous vous rendez compte du nombre de femmes qui vont rentrer dans le circuit? Oui, mais ça ira, c'est pas un problème. Et en fait, ce qu'ils nous ont pas dit, c'est qu'ils allaient limiter le nombre de centres pour limiter les coûts. Si on veut prendre une décision politique qui soit une belle décision, qui soit politiquement bienvenue, eh bien, on dit, OK, on ne met pas de limite sociale, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès, mais la limite, comment on la met? En restreignant le nombre de centres. Et donc, effectivement, ça coûte ce que ça coûte à l'État, mais ça aurait pu coûter beaucoup plus cher si tous les centres y participaient. Je milite pour ça. Au lieu d'être débordé dans les centres publics, il faut faire comme on fait finalement un peu avec les IVG. On considère que c'est un problème de santé publique. Dans ce cas-là, tous les centres y participent. C'est un effort collectif. Je précise que le ministère de la Santé a récemment affirmé vouloir, d'ici à 2028, habiliter plusieurs dizaines de nouveaux établissements à congeler. Il envisage d'ouvrir ce terrain au privé. Bon, ça rentre dans le cadre de la baisse de la natalité, du plan contre l'infertilité qui a été présenté par Emmanuel Macron. C'était le 5 février dernier. L'infertilité est un sujet qui touche plus de 3 millions de Français. Et parmi les mesures, celle dont on a beaucoup parlé, la fameuse lettre aux Français de 29 ans pour les inciter à faire des enfants, ou du moins à les avertir sur les risques d'infertilité. On va parler de ces femmes qui font le choix de la congélation. Vous, Delphine Dilly, qui sont les femmes que vous avez rencontrées dans votre documentaire? Moi, c'est simple. J'ai fait un appel à témoignage, donc entre 29 et 37 ans, 36, pour comprendre quels étaient leurs désirs. Donc en fait, ça s'adresse d'abord à toutes les personnes... À des femmes célibataires déjà. Alors, soit célibataires, soit en couple, mais qui ont, je dirais, des ambitions de carrière et qui surtout sont conscientes de plusieurs choses. Elles sont conscientes de la difficulté que c'est en tant que femme d'avoir un enfant, c'est-à-dire à quel point la maternité va affecter leur trajectoire de vie, leur réalité intime, personnelle. Donc ça, je pense que c'est une des premières choses. C'est vraiment, elles se rendent compte, elles se disent, contrairement par exemple à moi, qui ai eu un enfant à 32 ans de manière assez, non pas, je ne peux pas dire naïve, mais assez candide. Je pense que les femmes aujourd'hui ne sont plus du tout aussi candides et naïves. Et donc, elles savent que ça va changer leur vie, changer leur quotidien. Donc ça, c'est une première chose, qu'elles soient en célibataire ou en couple. Pour celles qui sont célibataires, oui, parfois, elles attendent de rencontrer un partenaire avec qui elles vont vouloir déjà vivre une histoire d'amour un certain moment, puis envisager de... Vous voyez, en fait, c'est que toutes les étapes sont comme si elles étaient un tout petit peu décalées de 2-3 ans par rapport à quand moi, j'ai eu un enfant, par exemple, il y a 15 ans. Donc, mais je pense que ce sont des femmes... Moi, ce dont je me suis aperçue le plus, c'est que ce sont des femmes dans toute la France. Oui, certes, qui ont souvent des carrières. Quand elles n'ont pas donc déjà un enfant, c'est parce qu'elles se posent la question déjà de si elles veulent un enfant. Ce sont ces femmes-là. Et elles ont une conscience beaucoup plus... féministes, tout simplement, de ce que ça représente aussi d'avoir un enfant. Et avec qui elles vont l'avoir aussi, pardon. Ça, c'est aussi la question très importante. Quel est le partenaire avec qui elles veulent faire un enfant ?
Ouais. Sur le profil, Michael Grimberg, sur les profils, on entendait dans le récit documentaire 2 profils, alors je caricature et ça rejoint un peu ce que vous disiez Delphine Dilly, la femme carriériste de 29-30 ans qui anticipe et la femme célibataire de 35 ans qui ne veut pas louper le coche. Je mets des gros guillemets, c'est vraiment des gros clichés, mais est-ce que c'est grosso modo ça ? Ouais, grosso modo, c'est à peu près ça. Il y aura toujours de tout, mais c'est vrai que globalement, ça reste une population, on va dire, relativement aisée et éduquée, ça c'est clair. On a l'impression soit que l'information n'est pas arrivée partout, possible, soit que ces femmes-là moins aisées, alors on sait que quand elles sont moins aisées, elles font paradoxalement des enfants un peu plus tôt aussi, dans les territoires un peu plus difficiles. Plus tôt, c'est pas si tôt que ça. D'ailleurs, 31 ans moyenne du premier accouchement en France et 34 ans en Île-de-France. J'ai appris ces chiffres, j'étais halluciné. L'Île-de-France, c'est plus tard, mais si vous allez dans les départements un peu moins favorisés, c'est un peu plus tôt dans le 93 que dans le 92, par exemple, ou sur Paris, intramuros. Et vous le disiez, il y a un autre public qui arrive, je crois, de plus en plus en consultation pour une congélation d'ovocytes. Ce sont les femmes, mais cette fois en couple. Écoutez cette archive interview en 2023 de Joëlle Bellay-Chalard, gynécologue obstétricienne et alors présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. 80% des cas dans les études étrangères montraient que les femmes qui font une autoconservation, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé le prince charmant, l'âme sœur, qui vous voulez. Mais il est vrai, on commence à voir effectivement des femmes en couple, auxquelles moi je dis toujours, vous savez, c'est mieux si vous le faites maintenant. Vous avez la chance d'être en couple, vous êtes une exception, faites plutôt votre mouflet maintenant, ça marchera beaucoup mieux qu'avec des ovocytes congelés. Mais ces femmes, peut-être parce qu'elles sont inquiètes, ça correspond à la société. Il y a une chute de la natalité réelle. Les gens font peut-être des enfants plus tard. On est dans une période difficile à vivre, il faut être évident. Donc, on commence à voir effectivement ce que vous dites, des femmes en couple. Je crois qu'il faut s'interroger quand même. Si on a la chance d'être en couple, si c'est le bon, ça vaut la peine de faire son mouflet tout de suite. Oui, bien sûr. Vous confirmez, Michael Grimberg ? La problématique, c'est que effectivement, il y a ce qu'est la réalité. Bien sûr que si on est en couple à 35 ans, il vaut mieux essayer et si ça ne marche pas, faire une fécondation in vitro, c'est-à-dire le même principe qu'une congélation au départ, et d'avoir un résultat immédiat avec des ovules frais, ça marchera toujours mieux, c'est vrai. Maintenant, pour tout un tas de raisons, si elles arrivent à nous, c'est que c'est rarement qu'elles veulent pas. C'est souvent qu'elles sont bloquées par le partenaire. Ça vient très souvent du côté masculin, parce que les femmes ont quand même si elles sont, on va dire, pas suffisamment informées, éduquées, tout un tas de choses par rapport au phénomène d'horloge biologique, elles ont quand même une vague idée que ça baisse avec le temps. Et donc, il y en a beaucoup qui mettent la pression à leur partenaire, et puis le partenaire, lui, n'est pas soumis à cette contrainte de temps. Donc, et il y en a beaucoup qui, malheureusement, se font balader par les mecs avec ça. C'est-à-dire qu'ils leur font miroiter que oui, pas tout de suite à un moment. Et puis quand elles se font plus pressantes, le mec se barre. Et donc elles se retrouvent en plan comme ça. Et on les voit à 37, 38 ans. Et on les voit maintenant en PMA solo. C'est-à-dire qu'elles se sont fait planter par un mec avec qui elles ont été pendant des années. Elles n'avaient pas congé d'ovocytes parce qu'elles se sont dit non, mais il me dit que oui et ça va venir. Et puis elles arrivent trop tard pour la congélation d'ovocytes. Elles ne sont plus dans les clous. Et donc elles rentrent à contre-cœur en PMA solo. Dernière question, qu'est-ce que ça dit de notre époque, de notre société, ce phénomène ? Pourquoi est-ce qu'on repousse comme ça, Delphine Dilly ? Ce que ça révèle, c'est que les femmes sont plus autonomes et réfléchissent plus à ce qu'elles veulent dans leur vie. Et donc, le choix est plus difficile à faire de savoir si elles veulent un enfant ou non. Et donc ça aide aussi. Pour les personnes qui ne savent pas, pour elles, c'est quand même prendre en charge cette décision-là pour elles-mêmes. Mais ce que ça révèle aussi, c'est malheureusement que dans les rapports hétérosexuels aujourd'hui, en tout cas en France, chez les femmes qui ont une trentaine d'années, je pense qu'il y a un problème de charge procréative, de charge émotionnelle, de ce que ça représente. C'est-à-dire que cette nonchalance que peuvent avoir certains hommes, pour moi, elle demande beaucoup de discussions. On a besoin qu'ils prennent leurs responsabilités et se renseignent sur cet élément-là et accompagnent leurs amis, copines ou compagnes. Mais qu'on en parle ensemble, je pense que c'est un peu important là. Il est temps. Pourquoi congeler ces ovocytes ? Quel obstacle pour les femmes qui souhaitent le faire ? Que dit ce phénomène de notre époque ? On a les cartes en main, en tout cas, pour y voir plus clair. Grâce à vous, Delphine Dilly, réalisatrice de documentaire. Je rappelle votre doc, à voir, Nos œufs au congélo. Le temps de la réflexion, c'est disponible sur la plateforme France TV. C'est passionnant. Et vous, professeur Michael Grimberg, gynécologue, obstétricien, spécialiste de la fécondation in vitro, merci vraiment à tous les deux pour vos éclairages. C'était Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous
mettez des étoiles, des commentaires, parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.